Et nous voilà, pas de panique. La Guadeloupe est en rouge, on apprend à vivre avec la Covid-19. Le port du masque semble obligatoire, mais où sur le territoire? Il faut se faire tester pour éviter les mauvaises surprises et se mettre en confiance. Des nouvelles mesures sont prises pour arrêter la circulation du Covid-19. On va serrer les vis sans reconfinement. Sommes-nous dans la deuxième vague? A-t-on tout fait pour éviter cette rentrée morose où l'angoisse et l'incertitude règnent? Qu'avons-nous appris de ce virus depuis le mois de janvier? Avons-nous perdu la guerre contre la Covid-19? Pour l'heure, on improvise, on cherche. En attendant de trouver un vaccin, l'économie s'évapore. Les petites et moyennes entreprises de Guadeloupe sont dans la tourmente. Dépôt de bilan et licenciements sont prévus. Le 1,5 milliard d'euros, le plan de relance, pourra-t-il réparer les dégâts? Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. C'est notre reprise. Sur le plateau, nous avons nos chroniqueurs, Monsieur Ramaille et Monsieur Édouard Collet. Monsieur Ramaille, bonjour. Édouard Collet, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes de retour, c'est la rentrée, on fait notre rentrée et donc j'adresse une bonne rentrée, une bonne année à tous ceux qui nous regardent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France hexagonale et puis des dépendances de la Guadeloupe et tous les autres, la Guyane aussi. Et en visio, nous avons nos invités, Madame Montoute. Madame Montoute, bonjour. Madame Montoute. Nadège Montoute, bonjour. Activez votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Nadège Montoute, on ne vous entend pas. Activez votre micro. Ah. Ça y est, c'est fait. Ça y est, d'accord. Oui, oui. Alors, vous êtes infirmière et représentante de la France insoumise en Guadeloupe. Madame Nadège Montoute. Et nous avons aussi Monsieur Nagam, représentant des moyennes et des petites et moyennes entreprises en Guadeloupe. Monsieur Nagam, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Oui, voilà. Et Monsieur Patrick Marie-Jeanne, infirmier libéral, je crois président de l'ordre des infirmiers en Guadeloupe. Il pourra s'exprimer. Monsieur Marie-Jeanne, vous nous entendez? Monsieur Marie-Jeanne? Donc, il prendra le train en marche. Hein. Alors, oui, alors, Collet, Monsieur Collet, bonjour. Et ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Hein. Oui, monsieur bonjour. Ouais. Écoutez, merci de m'avoir invité à nouveau sur ton plateau et très content pour cette nouvelle mouture d'Éco-Club. Je ne peux qu'espérer que nous puissions éclairer la population et à mieux comprendre les problématiques, les enjeux qui se jouent, notamment dans cette crise sans précédent que nous connaissons et que nous traversons. Et vous n'êtes pas angoissé? Vous. Non, ça va. Non, mais alors, si vous me interrogez tout de suite sur cette situation de la crise sanitaire, oui, je suis, je dirais, perplexe.
je me pose beaucoup de questions sur la manière dont le gouvernement actuel manage cette crise-là. Cela m'interpelle. Je suis sidéré, notamment par exemple, on l'évoquera ici sur votre plateau, la problématique du port du masque partout. Ça me dérange profondément. Monsieur Rabaya, alors, êtes-vous angoissé? Je pense que c'est un problème sanitaire qui se pose à l'échelle mondiale et que je suis angoissé, comme tout le reste de la planète, pour pouvoir... l'idée, c'est d'arriver au plus vite à bout de ce problème sanitaire, Covid-19, qui nous guette et qui aussi tue, il faut le dire, qui tue. Maintenant, il s'agit de savoir comment gérer la crise, comment gérer ce problème. C'est un problème sanitaire nouveau qu'on n'a pas connu, depuis quand même bien longtemps. Un problème aussi corsé et aussi rapide qui a envahi la planète de coup. C'est surtout ça aussi. Hein. La planète a été envahie de janvier à mars. Et quasiment toute la planète était touchée. Et donc, pour le moment, on n'a pas de solution au niveau des vaccins. Et je crois que l'idée serait d'arriver au plus vite à trouver un vaccin pour pouvoir enrayer ce phénomène et que la population se sente protégée. Parce qu'aujourd'hui, ce qui angoisse davantage la population, c'est de savoir qu'il y a des mesures barrières. C'est tout ce que nous avons à notre disposition globalement aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas de vaccin comme d'autres, comme la grippe ou comme même le sida qui a causé beaucoup de morts, mais on arrive quand même à maîtriser aujourd'hui. Donc ça présente moins de soucis à la population atteinte par ce phénomène que le Covid. Et on ne sait même pas s'il faut dire le Covid ou la Covid, tellement c'est une situation un peu confuse et qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas totalement. Et j'espère que ça va venir et que c'est le vaccin. On attend un vaccin ou alors quelque chose qui puisse au moins garantir la guérison sans qu'il y ait de morts au niveau de la population et surtout au niveau des plus âgés. Et maintenant, on voit que même au niveau des jeunes, ils sont aussi particulièrement touchés. Et donc, il faut prendre des dispositions, respecter les mesures barrières. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, sur la gestion de la crise en France, on aura certainement l'occasion de débattre au cours de l'émission. Alors, on parle, comment dirais-je, le port du masque, mais aussi les tests. J'ai vu du côté du Gosier vers la Marina, dès 3h du matin, 4h du matin, une queue pour pouvoir passer les tests. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une chose qu'il ne faudrait pas qu'il nous échappe. C'est justement, et qui est le corollaire de ce que vous évoquez, c'est le management de cette crise. J'ai le souvenir que le président de la République avait lancé de manière assez significative cette expression. Nous sommes en état de guerre. Nous sommes en guerre. Alors, cela m'a beaucoup interpellé, puisque si la guerre peut justifier des exceptions de l'état de droit, des restrictions de liberté, l'imposition de tels comportements, par exemple le port du masque. Mais une pandémie, une épidémie ne justifie pas, à mon sens, justement ces mesures qui peuvent être arbitraires. Et c'est là où il y a un grand paradoxe, à mon sens, justement sur la façon dont cette crise sanitaire est menée et les libertés qui sont restreintes eu égard à notre façon de vivre. Et là, je n'ai pas du tout l'impression que nous avons en place une politique justement évidente, précise justement, de gestion sanitaire de cette maladie. Alors, pour une précision, on dit bien la Covid, puisque c'est l'anagramme, donc coronavirus disease, la maladie à coronavirus. Donc, c'est féminin, donc c'est la Covid. Donc, j'étais un peu embêté à l'époque, mais j'ai pu faire un peu ma religion dessus. Mais c'est un peu ce qui m'embête. Et pour revenir au test que vous voyez, moi, c'est une chose qui m'alarme profondément. C'est vrai que cette crise, mais c'est au-delà de ce management, ce sont les conséquences, justement. Vous avez une multiplication justement des tests dits PCR. Vous savez, vous avez deux types de tests. Les tests rhinopharyngés, donc APCR, donc afin de détecter la maladie, et des tests sérologiques. Donc on est sur le test PCR qui est, à proprement parler, le plus rapide, en tout état de cause, ce que j'en sais. Mais ce qui est inquiétant, c'est cette multiplication que vous voyez là-dessus, mais c'est surtout dans cette crise sanitaire qui a été mal gérée, à mon sens, je me répète, c'est d'avoir fait en sorte que les médecins libéraux,
médecins de famille ont été mis à l'écart justement de la gestion de cette maladie-là. Et même dans leur faculté de prescrire, M. Mandré, ils ont été amoindris. Donc ça montre bien que justement les bataillons, les premières lignes de front, que sont les médecins justement généraux, vos médecins de famille là-dessus, ceux-là même ont été écartés, qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation un peu inédite, une crise sans précédent, où justement cette gestion-là aurait dû être de manière beaucoup, il y a d'autres pays qui réussissent brillamment. Comme la Chine. Oui. Entre autres, comparaison n'est pas raison, mais on peut les citer. Mais ici, en dehors justement de ce protocole de santé qui aurait été pris en compte et mis en œuvre là-dessus, on est dans un flou total. On vit dans une peur, c'est vrai. Le gouvernement, entre justement l'infantilisation de la population, en nous obligeant à porter un masque à U et à Dia partout. Vous imaginez, hier, en circulant un peu dans ma Guadeloupe, je voyais sur les côtés de Grande Terre, à Port-Louis, dans un champ de canne, des gens avec un masque. Je ne comprenais pas l'utilité. Je ne comprenais pas l'utilité. C'est un peu inquiétant de comprendre ça. Donc, ce management de cette crise-là, justement, va attenter à notre liberté et jusqu'à justifier justement tout, au point que les forces de l'ordre s'en mêlent. Ça veut dire qu'une épidémie a poussé le gouvernement à se saisir de son bras armé, qui est la police, force de l'ordre, pour réprimer, pour vous obliger. Mais pour moi, on n'est plus dans une crise sanitaire. On n'est plus justement dans une politique de crise sanitaire, en tout cas de faire en sorte que cette maladie puisse tout simplement s'estomper. Et là, on est dans du n'importe quoi. Et ça devient du n'importe quoi. Et ça fait que quelque part, que voilà, vous voyez un jeune se faire matraquer donc, au sein, vous voyez des Guadeloupéens se faire arrêter, se prendre des prunes parce que le masque n'est pas porté, alors que nous sommes dans un pays où il fait chaud. Il y a des questions qui se posent et on donne au préfet beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Et celui-ci, justement, tisse son pouvoir en justifiant maintenant une répression routière, justifiant que quelque part, à cause de la crise. Donc, en fait, on n'est pas dans une crise sanitaire, M. Mandré. On n'en est pas du tout. On éloigne nos médecins généraux de ce protocole. Maintenant, on justifie de tout, on fait n'importe quoi. On est dans le fou. Et c'est ça qui me stresse. Mais peut-être parce que nous ne sommes pas organisés. Parce qu'on laisse l'État gérer. Mais c'est lui le premier à nous donner. Oui, c'est lui le premier à donner le là. Si lui-même était organisé, pensez-vous bien, M. Mandré, que nous le serions de droit et de surcroît, bien évidemment. C'est lui-même qui est en train de désorganiser ce qui paraissait, je dirais, à être organisé de manière la plus consensuelle. Je terminerai dessus en disant une chose qui est simple. Je l'ai toujours constaté. Le conseil scientifique, sur lequel le gouvernement s'appuie pour justifier ces mesures, est un conseil scientifique à double vitesse, qui est un conseil scientifique qui est tout simplement qui est la marionnette du gouvernement. Ce conseil scientifique-là ne donne pas des avis de manière éclairée et j'ai l'impression que les conflits d'intérêts sont forts. Sont très forts. Je vais prendre l'exemple et je vais terminer dessus. La façon dont nous avons fait nos enfants accéder à l'école. C'est grave. C'est grave. Oui, alors nous allons voir avec nos invités en visio, Madame Nadège Motota. Alors, que pouvez-vous nous dire depuis le mois de janvier? Ce virus-là, on dit que c'est mutant, c'est saisonnier. Que pouvez-vous nous dire sur ce virus, sur la Covid-19? Merci de nous donner la parole, puisque je vous le fais remarquer donc, lors de l'échange qu'on a eu avant l'émission, que les professionnels de santé ne s'expriment pas suffisamment sur le sujet. Il y a des professionnels de santé en Guadeloupe, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des scientifiques. Il y a des pharmaciens qu'on n'entend pas non plus. Par exemple, Henri Joseph, on n'entend plus. Allez-y, Nadège. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend. Nous voulons aux professionnels de santé que des vérités soient rétablies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui instrumentalisent en quelque part cette crise sanitaire, qui partent dans des idéologies peut-être diverses et variées. C'est bien gentil tout ça.
mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des spécialistes du domaine qui peuvent s'exprimer, soit sur le port du masque, soit sur le plan blanc, le déclenchement du plan blanc qui concerne d'abord et avant tout les professionnels qui sont mobilisés dans les établissements de santé, donc soit au CHU de Guadeloupe, donc à l'endroit où j'exerce, ou dans les autres établissements de santé qui sont, avec le déclenchement de ce plan blanc, sont amenés à mobiliser leurs moyens pour pouvoir répondre aux besoins du terrain. Donc, on l'a vu au CHU, le plan blanc, en fait, a été déclenché essentiellement pour permettre à l'établissement de mobiliser ses moyens, les moyens à sa disposition et les moyens aussi du ministère proposés par le ministre. Et par rapport à ce que je disais, ce sont les professionnels de santé qui sont sollicités, donc qui reprennent leur poste, ou alors qui font des heures supplémentaires, qui renforcent les services de réa qui sont en première ligne en particulier, et qui justement sont mis contribuent fortement à ce que la machine puisse continuer de tourner malgré tout. Et ça, c'est important. C'est pourquoi je disais, j'espère que mon collègue qui exerce en libéralité détaille sur notamment l'organisation des tests, parce que j'ai passé une information disant que maintenant, les infirmiers libéraux étaient habilités à pratiquer des tests à domicile. Donc, on espère que par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, ça permettra de réduire sur la pression, parce qu'il y a une pression qui est très forte, donc qui s'exerce sur les centres qui proposent le dépistage, soit au niveau des laboratoires ou au niveau des centres mobiles qui sont proposés par les collectivités locales ou plus globalement par l'ARS, qui est quand même le représentant de l'État au niveau du territoire. Parce qu'il y a une organisation que nous connaissons, c'est vrai que ça relève parfois de décisions politiques, puisque l'ARS, c'est le représentant de l'État, donc l'ARS applique la politique qui est proposée par le gouvernement en place. Du coup, les protocoles sont plus ou moins préétablis. Il n'y a pas de... J'ai envie de dire, on ne peut pas, dans une situation pareille, parler de théorie de complot ou faire allusion à des... on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais il faut savoir que tout est une question de politique. Le gouvernement a décidé de gérer ainsi. Moi je parle pour mon groupe au niveau politique, on a critiqué au départ la manière dont ça a été fait, on a fait des contre-propositions. Maintenant, il appartient aussi aux gens, à la population citoyenne, de décider en mettant en place des personnes capables de gérer correctement des situations. On ne va pas revenir à chaque fois sur la question politique, alors que c'est nous qui avons la possibilité de changer les choses, c'est nous qui avons la possibilité d'agir au niveau politique. Sur les décisions, on ne vote pas, on n'intervient pas, on ne prend pas part au débat politique. Donc on ne va pas à chaque fois revenir sur la question politique. Nous, on prend part au débat politique, on fait des propositions, on est là pour pouvoir justement améliorer les conditions de gestion de ce type de crise en particulier et d'autres choses. Donc, pour en revenir à l'aspect purement sanitaire par rapport à nos professions, donc au milieu hospitalier, il y a eu effectivement ce qu'on a appelé la première vague. Ici, on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir été beaucoup impacté au départ, mais la réponse hospitalière, c'est sûr qu'elle s'est faite après qu'il y ait eu des revendications, comme d'habitude, après qu'il y ait eu des mobilisations, en particulier des professionnels de santé, puisqu'on oublie toujours de parler de ce qui se passe au niveau des services de soins, au niveau des personnes qui sont en première ligne, alors que ce sont ces personnes-là, qui font bouger les lignes d'abord, et ensuite, parfois, l'établissement prend des mesures, comme là, il y a eu le déclenchement du plan blanc, après mobilisation des salariés, donc des soignants d'urgence. On n'a pas suffisamment mentionné au niveau des médias, mais il est important de dire que les professionnels sont acteurs, ils alertent, ils prennent part à la situation. Ils sont très impliqués et donc il faut aussi les solliciter peut-être un peu plus souvent, comme je le disais en aparté, les solliciter plus souvent, leur demander leur avis sur le port du masque aussi, sur le plan blanc, sur la réalisation des tests, sur ce qu'il faudrait peut-être mettre en place pour améliorer les conditions
de prise en charge, que ce soit en établissement ou alors au niveau de la population de manière générale. Et donc, ça nous emmène aussi à parler, ça nous amène à parler aussi de la réponse insuffisante au niveau des infrastructures, au niveau de ce qui est proposé peut-être sur le territoire par l'ARS ou voilà, d'une manière générale, ce qui est proposé. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Et s'il y a des gens qui vont se faire tester, c'est parce que les gens le veulent. On ne les oblige pas à aller se faire tester. Ils veulent connaître leur statut, ils veulent savoir s'ils sont contaminés pour diverses raisons, soit parce qu'ils travaillent et qu'ils ne souhaitent pas contaminer ceux qui sont autour d'eux, soit parce qu'ils ont des enfants à la maison, ils ont des personnes fragiles, âgées autour d'eux. Donc, pour diverses raisons, les gens veulent se faire tester. Donc, on ne peut pas non plus dire que c'est le gouvernement ou que c'est l'ARS qui oblige les gens à aller se faire tester. On voit bien qu'il y a des pas possible au niveau des centres de tests, au niveau des laboratoires. On a à pratiquer un examen classique. Il y a beaucoup de monde dans les laboratoires. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a un besoin, il faut répondre aux besoins. On ne commence pas, on répond aux besoins. Donc, on met en place, on ouvre plus de structures pour permettre la réalisation des tests. Et je vous ai fait remarquer lors de la discussion qu'on a eue par rapport à ça, qu'il existait à un certain moment des maisons de santé qu'on appelait à l'époque dispensaires et qui sont devenues classes par la suite, mais qui ont disparu de notre paysage local en particulier, parce qu'il existe des maisons de santé dans certaines régions. Je me suis renseignée sur le sujet et peut-être que ça permettrait de répondre aussi à la situation que nous vivons. Il n'y a pas de structure, de structure de proximité, je veux dire, permettant de répondre tout de suite à un besoin exprimé au niveau sanitaire. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Après, il y a d'autres circuits, d'autres leviers qui pourraient être activés aussi. J'ai entendu parler des remèdes traditionnels, pourquoi pas. Donc, avec les scientifiques, des chercheurs locaux, donc qui aussi réfléchissent, qui font de la recherche, qui pourraient proposer aussi des pistes de solutions par rapport à une situation effectivement exceptionnelle. Donc, il faut activer tous les leviers possibles. C'est vrai que la santé, c'est une compétence régalienne, donc c'est l'État qui répond d'abord. Il y a des protocoles, il y a des dispositifs qui sont enclenchés, mais au niveau local, on pourrait aussi solliciter les compétences et puis les volontés. Voilà. Donc vous voulez dire que nous ne sommes pas organisés pour faire, les Guadeloupéens ne sont pas organisés pour faire face à la Covid-19. Bien, alors Monsieur Marie-Jeanne, vous êtes avec nous ou pas? Oui, je suis là. Alors, donc le saut, en fait, ça coupe. Ouais, on vous a en audio. Alors, est-ce que cette crise sanitaire a été bien gérée en Guadeloupe? Puisque là, je ne sais pas, nous sommes à combien de cas positifs en ce moment? Écoutez, les chiffres évoluent très vite. Donc, on était à plus de 3500 cas actifs il n'y a pas longtemps. Donc, c'est très vite. Donc, on fixe en moyenne autour de 700 nouveaux cas avec les pistaches PCR. Une question en fait qui est utile, même pas c'est facile à répondre, c'est seulement en Guadeloupe que ça a été mal géré, c'était le départ. Mais même pas seulement au niveau de la France. On a du mal à vous entendre, hein? Ouais. Oui, cette crise-là n'est pas seulement au niveau mondial. Les portes n'ont pas été prises tout de suite en conséquence, et donc on s'est retrouvé débordé par tous les côtés. Tous les côtés sont retrouvés débordés par cette épidémie. Maintenant, en fait, la réalité de la terre, les informations sont souvent une espèce de et en fait, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc, là, il y a une mauvaise connexion. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on vous entend à peine. Hein.
Oui. Mais vous comprenez ce que je dis ou alors pas du tout? Voilà, ça va, maintenant ça va, oui. Allez-y, continuez. Oui. Je disais que quand même c'était très mal géré partout. Donc nous, on se retrouve effectivement donc, dans une situation où on doit faire face à en ce moment avec cette seconde vague entre guillemets, où en fait au niveau du pays, on est débordé de partout. Nous avons en fait des cas qui fleurissent tous les jours et on ne sait pas où on va avec cela. Donc c'est vrai, c'est pour ça que moi je ferai un appel à la population, c'est de se prendre en main, ne pas attendre forcément que la solution vienne de l'ARS. L'ARS même n'a pas énormément de moyens. Hein. Les moyens qu'elle a et la politique qu'elle applique, c'est la politique qui est décidée au niveau national parce que c'est quand même pas en fait une organisation autonome. Donc il y a quand même une grande ligne qui est gérée au niveau du ministère et après c'est décliné au niveau des différentes régions. Donc nous au niveau donc du localement, on sait qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre ses précautions. Je pensais comme certitude, c'est que le lavage des mains, c'est quand même une barrière pour la propagation de ce virus. Le masque, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là, mais quand même, moi, je serais tenté de dire que pour travailler dans les services de réanimation, Nadège aussi sait très bien que le port du masque, ça limite quand même beaucoup de choses. Hein. Donc, on parle d'aérosolisation, c'est-à-dire des gouttelettes qui pourraient traverser des mailles. Ok, d'accord, on peut entendre ça, mais ça, c'est des choses qui sont démontrées en laboratoire. Mais dans la réalité, je ne pense pas que si tout le monde a un masque, que le virus va passer à des masques. Aussi des choses. Bien sûr, le masque, c'est difficile à porter avec la chaleur, avec l'humidité, tout cela. Bon, monsieur, je vois que c'est bien le collègue qui a parlé de personnes de champ de Cannes apporter un masque. C'est peut-être pas nécessaire d'aller jusque-là. Mais bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Oui, alors, Monsieur Nagam, vous êtes avec nous, Monsieur Nagam, représentant des petites et moyennes et... Oui, bien sûr, je représente, j'écoute. Oui, alors, cette crise-là, a-t-elle été bien gérée par le préfet, par le gouvernement ? Surtout pour la Guadeloupe, parce qu'au début, le mois de janvier jusqu'au mois de mars, même au mois de juin, il n'y avait pas beaucoup de cas. Hein. Donc aujourd'hui, là, la Guadeloupe est en rouge et c'est la panique. Monsieur Nagam. Tout à fait, mais je crois que aussi, nous, on s'est battu pour certaines choses, pour relancer l'économie, en faisant intervenir l'ouverture de l'aéroport pour permettre à nos compatriotes de venir visiter leur famille. Mais on se rend compte qu'il y a une grande imprudence de la jeunesse européenne et des Guadeloupéens en général qui se sont exposés à cette situation de Covid. C'est vrai que bon, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je suis infirmier, donc j'ai de la peine à prononcer sur la bonne gestion. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez continuer, oui. Bon, vous savez que j'ai m'exprimer véritablement dessus, donc c'est bien géré, c'est pas bien géré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les prises de décision. Par exemple, je crois qu'on peut faire un match de football sans public et qu'on autorise des cours de vélo où on trouve agglutinés de la route des personnes qui sont de la liste. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait bien en phase les décisions qu'on prend. La décision doit être définitive et de ne pas être un peu au petit bonheur, comme je peux ressentir à ce moment. Parce que ce qui est encore possible, parce que tant que la situation sera de cette façon-là, on risque d'avoir la perte totale de la Guadeloupe. C'est beaucoup ça qui est en jeu. Donc, par contre, pour avoir un avis sur la méthode, je ne vais pas critiquer XY qui sont en responsabilité, parce que c'est de leur compétence, c'est de leur responsabilité de faire, et ils doivent de façon, s'ils ont mal fait, ils paieront les conséquences au tard. Donc, c'est ce que je peux dire, mais en tout cas, je vais appeler les Guadeloupéens à avoir le plus de prudence possible, de faire attention à leur famille. Et au plus, quand on voit des écoles, 35 enfants dans une classe, même s'ils sont marqués, je crois que même dans la politique du président Pont, il avait déjà dit que les classes ne devaient pas excéder aux élèves.
Alors aujourd'hui, on voit bien que c'est encore une cohérence. On expose nos enfants et les professeurs à des situations. Donc oui, il y a certainement des choses à remettre en cause, des choses à revoir, des choses à réorganiser. Mais ça, je verrai bien sûr à ceux qui ont la charge et qui sont en responsabilité. Oui. Alors, Monsieur Coulet, alors vous disiez c'est le flou total au niveau du gouvernement. On ne comprend pas, disons, les stratégies mises en place. Le port du masque, est-ce que c'est efficace? On ne sait pas. Oui, un peu. Non, je ne dirais pas que c'est le flou total, mais il y a des non-sens, des incompréhensions et des questionnements. Je suis tout à fait d'accord, je rejoins les propos de mon ami Nagam, que je salue en passant, sans parler ex-professo, puisque je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, mais j'observe et j'essaie de comprendre. Et je dis bien, je rappelle mes propos liminaires, c'est que le président de la République a déclaré la guerre à un virus, en nous impliquant tous comme étant les premiers fantassins. Enfin, les médecins d'abord dans un premier temps, mais nous, les victimes et fantassins en même temps. Donc, bon. Et si, à mon sens, la guerre justifie des limitations aux libertés individuelles, des exceptions à l'état de droit, je ne vois pas en quoi une crise sanitaire, une épidémie, le justifierait. Autrement dit, le port du masque généralisé partout où que vous soyez est là une situation à la limite même paradoxale. Comprenez? Et c'est peut-être justement cette précipitation où le gouvernement se retrouve sur une ligne de crête en se disant mais j'ai pas envie de reconfiner. Donc en ne reconfinant pas, ben voilà, j'envoie un peu tout le monde un peu au casse-pipe. Excusez-moi l'expression, je prends ma responsabilité pour le dire, mais c'est le cas, puisque voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et ça a été redit tout à l'heure. Donc on a manqué, c'est vrai, un peu de sérieux et de rigueur. On a pensé que c'était fini, que ce virus, bon, c'était derrière notre dos, alors qu'il était encore là. La preuve. Donc est-ce qu'on peut parler d'un effet rebond? Oui. À mon sens, on y est. On y est. Et qui risque d'être encore beaucoup plus significatif que le début de cette crise-là. Maintenant, pour revenir sur la gestion gouvernementale, oui, elle m'interpelle, me questionne. Notamment, j'ai repris pour le port du masque partout. Je suis contre, justement, de voir, et j'ai repris cet exemple que j'ai vu de mes yeux, ce monsieur qui marchait, qui allait détacher ses bœufs et qui avait un masque, justement, dans son champ de canne là-dessus. Mais quel était l'intérêt? Donc, le gouvernement manipule la peur, justifie la peur, et justifie le comportement d'infantilisation de la population. Attendez, mais c'est un peu... il y a une situation quand même... on se questionne. Je reprends ce jeune au sein, sans soulever de polémique aucune, mais il y a là une disproportion dans la façon d'apprécier. Vous comprenez? Où on autorise maintenant la police à aller jusqu'à vous matraquer pour un port du masque. Alors qu'on est dans une crise sanitaire. C'est-à-dire que votre santé est en danger. En quoi elle justifierait un coup de matraque? Sans soulever de polémique, M. Mandry. Mais voilà où on est. Alors qu'on est dans une situation où la réponse sanitaire, si je peux saluer l'engagement de mes compatriotes guadeloupéens, médecins, infirmiers là-dessus, qui sont en première ligne de front, mais est-ce que l'État les a dotés de moyens au niveau juridique, au niveau justement pécuniaire et surtout au niveau matériel pour faire face à ce que je vois aujourd'hui devant moi? C'est pas normal. Et vous avez des couacs, vous avez des inepties. Ce Guadeloupéen qui reste bloqué à Paris combien de jours, qui ne peut pas rentrer chez lui. Et il a pu s'exprimer, mais combien d'entre eux ne peuvent pas le dire? Combien d'entre eux ne peuvent pas en arriver à une situation d'expression orale, dire voilà ma situation? C'est ça qui m'inquiète. Alors que quand même, nous sommes la France, le pays des Lumières, on est dans une crise sanitaire et on a l'impression... Effectivement, on déclare la guerre. Et on va en guerre. Alors que, justement, les moyens sanitaires ont dû être premiers dessus à être mis en œuvre. Et je ne les vois pas dans le sens où on devrait être dans une relation beaucoup plus, je dirais, correcte entre le gouvernement et la population. Arrêtez d'asservir une population à cause d'un virus. Il y a une façon d'éduquer, il y a une façon de communiquer, non pas par la peur. M. Mandry, la facilité que nous avons à aller nous tester, je comprends, j'ai envie de le faire, je ne l'ai pas fait, M. Mandry. Peut-être que je suis un cas contact, peut-être qu'on n'en sait rien. Mais cela, auparavant, avait été indiqué. Rappelez-vous l'OMS qui demandait test, à un moment donné. Rappelez-vous ce gouvernement qui vous rigolait au nez, notamment si Bettendia, à l'époque où elle était porte-parole du gouvernement, qui disait que le masque n'est pas utile. Olivier Véran, aujourd'hui, qui est en total rétropédalage.
Le masque est utile alors qu'avant, le masque n'était pas utile, M. Mandré. Voilà. Alors oui, je peux bien comprendre que la science du gouvernement sur justement le coronavirus, elle a évolué, on connaît davantage là-dessus, mais, et je reprends un peu les propos de Nagam qui me rejoint dessus, mais on en arrive à ouvrir les écoles dans les conditions qu'on connaît. Et ça m'inquiète, M. Mandré. Des écoles ferment une semaine, on décèle des cas. Vous pensez qu'il n'y en aura pas d'autres de cas? Il y en aura encore d'autres cas, M. Mandré. Il y en aura encore d'autres. Est-ce que pour autant, il va falloir fermer l'école une semaine, faire revenir les parents là-dessus? Voilà. Le gouvernement a une seule logique. Je ne veux pas reconfiner parce que je n'ai pas envie que l'économie s'effondre. Puisqu'on est dans une situation d'effondrement de cette économie-là. Mais en même temps, est-ce que ma santé doit primer l'économie ou pas? C'est la question que je pose au gouvernement. Mais peut-on faire autrement, monsieur Ramaille? Peut-on faire autrement que d'apprendre à vivre avec à la Covid-19? Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut vivre avec le Covid. Donc il faut s'habituer, il faut prendre les précautions d'usage, il faut faire ce qu'il y a lieu de faire pour vivre avec la Covid, apparemment c'est la Covid, comme on vit avec la grippe, comme on vit avec le soleil, comme on vit avec la souffrière, comme on vit avec les cyclones. Donc on ne va pas arrêter la vie. Et lorsqu'on voit bien que nous sommes passés, même en période de crise au début, au mois de février, la Guadeloupe n'avait pas connu ce qu'on a aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme explication selon moi? Selon moi, l'explication, c'est qu'on a ouvert avec les vacances, la frontière avec les vacances pour permettre aux gens, comme a dit M. Nagam, de venir aux Guadeloupéens, aux Antillais de venir voir leurs parents. Et on a bien vu que ça a entraîné un certain nombre de problèmes. Probablement, il n'y a pas eu une maîtrise suffisamment carrée au départ qui a amené le virus ici à grande échelle. Et on voit, il fallait s'y attendre, on voit que dans toutes les destinations de vacances, il y a eu un accroissement terrible du virus. Le sud de la France, la Réunion, Nice, la Martinique, Nice, la Guadeloupe, toutes les destinations prisées pour les vacances, il y a eu une augmentation en flèche du virus. Donc probablement il n'y a pas eu une maîtrise en amont des dispositions de prise suffisamment importantes pour pouvoir cadrer et empêcher le déplacement du virus avec les hommes. Et aujourd'hui, la Guadeloupe se trouve dans une situation particulièrement difficile, il faut le reconnaître, nous sommes dans zone rouge, parmi les départements les plus touchés de France. Eh bien, je pense que là, c'est l'explication. Maintenant qu'on l'a, est-ce qu'on va arrêter la vie? Tout le monde n'en va pas mourir. Il faut prendre les dispositions nécessaires. Moi, j'estime que l'autorité qui doit prendre les dispositions, c'est l'autorité de l'État. C'est l'ARS qui est l'émanation du pouvoir qui est en place pour pouvoir gérer. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, et comme elle a dit si bien Mme Montoute, il ne s'agit pas de faire de la politique, il s'agit de gérer une crise sanitaire. Est-ce que le gouvernement a raison? Est-ce que le gouvernement a tort? Est-ce que l'ARS devrait faire ça? Qui dit mieux? Je ne dis pas que c'est bien, mais qui dit mieux? Et M. Chalus avait dit, si quelqu'un a la solution, eh bien, qu'on nous l'emmène. Il y a un problème, c'est vrai qu'on ne connaît pas, c'est un problème sanitaire nouveau. Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de porter des solutions. On n'a pas la solution. Maintenant, sur la manière de faire, on peut changer. C'est discutable sur la manière. Est-ce qu'on doit tester, est-ce qu'on ne doit pas tester, est-ce qu'on doit fermer les aéroports ou pas. Donc, c'est discutable. Mais il faut prendre des décisions. Est-ce qu'on va fermer les aéroports, on va fermer empêcher aux bateaux de circuler et on va rester de quoi? On va faire quoi? Tout le monde va mourir de faim, tout le monde va mourir de maladie. Il faut prendre des décisions. Et j'estime que l'autorité, même si c'est critiquable, qui a les moyens de mettre en place une méthode, une manière de faire, même si c'est critiquable, c'est encore l'ARS. On parle aussi, et je voulais quand même ajouter, je salue l'enthousiasme et le professionnalisme du personnel de santé, du monde de la santé en Guadeloupe, comme ailleurs. Mais ce que je ne peux pas accepter,
c'est dans une situation aussi compliquée, aussi tendue, où la vie des Guadeloupéens se trouve menacée par la maladie, par le Covid, c'est à ce moment-là qu'on déclenche une grève à la clinique Les Ocléos. Et une grève, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève. Pour les conditions de travail, parce que c'est difficile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève. C'est un peu partout, hein, vous savez. Partout, l'enseignement, les jeux de l'eau, les jeux de l'hôpital général, les autres cliniques, on ferme les cliniques. Tout le monde se met en grève et puis on laisse la population mourir. Ce sont ces gens-là même qui disent qu'il faut défendre les Guadeloupéens, il faut porter des solutions pour enrayer le Covid ici. Ce sont ces gens-là même qui traitent ceux qui ont la responsabilité de faire tourner les hôpitaux, de faire tourner l'économie, qui traitent les gens de criminels, à ce moment-là, je leur envoie la balle. Il n'y a que des criminels qui peuvent faire ça. Je demande aux gens qui sont en grève dans le domaine de la santé d'avoir un peu de respect et de compassion pour les Guadeloupéens, de différer leur grève. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire grève, il faut pas revendiquer. On peut même faire des revendications rétroactives, mais ce n'est pas le moment d'arrêter un hôpital pour des raisons de salaire. C'est inadmissible. C'est M. Ramaille. Nous arrivons à notre première pause de café. Ouais. Et nous revoilà pour réparer les dégâts et pour booster l'économie. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le plan relance pour la Guadeloupe, 1,5 milliard. Alors, est-ce que c'est suffisant? Certains disent que c'est une goutte d'eau. Donc, Monsieur Ramaille, alors on va donner la parole quand même à Monsieur Nagam. Monsieur Nagam, les petites et moyennes entreprises guadeloupéennes sont dans la tourmente. Dépôt de bilan et licenciements sont prévus. Alors comment voyez-vous les choses? Monsieur Nagam, Non, mais de toute façon... Oui. Oui, je vous écoute. Je disais que le gouvernement a mis en place un plan de relance, 1,5 milliard pour la Guadeloupe, dont 50 millions pour l'eau. Mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir booster l'économie et créer aussi des emplois? Non, mais je vais juste rectifier une chose. Oui. Ils ont mis, c'est 1,5 milliard pour l'outre-mer. Il suffit de diviser 1,5 milliard. 1,5 milliard pour l'outre-mer, d'accord. Oui. Voilà, et on verra que ça ne représente rien du tout. Et c'est vrai que c'est pas, et comme je le dis, c'est pas avec le milliard de l'État qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit. Ils ont mis 50 millions sur l'eau, mais c'est 50 millions pour la Guadeloupe, pour la Martinique et pour Mayotte. Donc encore une fois, le compte n'y est pas. Donc ce que moi j'ai toujours proposé, c'est que le plan de relance en général doit être régional. Et je crois que si nous voulons véritablement que notre pays décolle, nous devons dès aujourd'hui, et même si je le dis depuis 3 ans, mais c'est l'opportunité que nous avons avec le Covid, c'est de relancer l'économie de production industrielle de la Guadeloupe pour donner du travail à la jeunesse et aussi valoriser notre biodiversité végétale, animale et marine. Mais une chose est sûre, on a des politiques qui ne sont pas au fait de l'économie, mais qui ne sont pas au fait du potentiel de la Guadeloupe. Donc c'est pour cela que les traînent quelquefois. En d'autres termes, c'est vrai que nous avons un territoire qui s'est développé. Donc l'État pour nous, c'est qu'aujourd'hui, où s'ouvrent des possibilités au niveau de la CT, qu'on appelle la Banque des territoires, d'améliorer le potentiel que propose l'État, mais cela fait sur la base de présentation de projets. Donc il faudrait effectivement que le Crédit Agro présente des projets. Et pour l'instant, je ne pense pas, dehors du projet de l'eau, je ne vois pas pourquoi, parce que sinon nous devons parler de la relance de logement social ou autre chose, moi je pense qu'on va encore outrer les choses. Et en plus que les Guadeloupéens ont l'appétence à vouloir effectivement rester dans le régime dans lequel ils sont, parce qu'ils ont les transferts sociaux, ils ont le RSA, ils ont la vie facile, ils ont les 40% de vie chère, ils sont fonctionnaires territoriaux, etc., etc. Et c'est pour nous un manque d'investissement dans le développement du territoire. Effectivement, ça, c'est l'argent qui va directement dans les caisses de Bernard Ayotte
à travers les différents centres commerciaux et que nous avons sur notre territoire. Aujourd'hui, quand on parle, j'entends beaucoup de gens parler de relance d'économie. Aujourd'hui, de quelle économie peut-on, sinon nos Guadeloupéens, ils vont remplir les pistes parce qu'ils vont se promener dans les... D'ailleurs, est-ce que le président ne devrait pas du regard aussi, parce que les gens qui sont promenés dans les commerciaux avec autant de personnes, parce qu'il faut savoir qu'un centre commercial d'Estrilande, c'est presque 160 000 passages par week-end. Est-ce que vous pensez que la moitié de la population guadeloupéenne, est-ce que vous pensez effectivement qu'il n'y aurait pas à séquencer effectivement la fréquentation des centres commerciaux de manière à distribuer un choix un peu plus approprié aux petits commerces qui, eux, doivent. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et c'est vrai que, malheureusement, 1,5 milliard divisé par 11, il reste très peu pour un territoire comme la Guadeloupe. Très peu, et vraiment. Oui, alors, donc, vous discutez avec les chefs d'entreprise. Alors, comment sont-ils? Comment ils voient l'avenir de leur entreprise d'ici janvier, d'ici... Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir pour l'entreprise à Guadeloupe. Il n'y a pas d'avenir? Non, on va dans les jours et les mois prochains vers des perditions. Et je l'ai dit très tôt, quand on a fait l'analyse, c'est 60% des TPE qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, il est question de reformuler, accompagner les entreprises à se recréer et monter en gamme. Mais monter en gamme quoi? Aujourd'hui, vous avez bien vu que beaucoup de métiers passés vont disparaître aussi, parce qu'avec la transition numérique et le développement du e-commerce, il y a des possibilités qui se posent. Donc aujourd'hui, il y a des métiers qui ne vont plus exister parce qu'ils ne vont pas faire leur place dans ce qui va exister, c'est-à-dire aux alentours de fin 2021. Il y a des entreprises qui ne vont plus exister aujourd'hui. Il faut recréer l'économie européenne, rebaser l'économie européenne sur des orientations nouvelles. Et ces orientations nouvelles, c'est la valeur ajoutée que propose l'économie guadeloupéenne, c'est-à-dire tout ce que nous avons en termes de biodiversité végétale, c'est-à-dire plantes médicinales, légumes, fruits, ignames, nanes, etc., mais aussi les métiers de mer, qui est essentiel, l'énergie qui est ce qui se passe, c'est que beaucoup de grandes entreprises viennent profiter de ce que nous avons au territoire pour le rôle de l'EDF, sans même jamais créer un seul emploi. Donc, cette situation-là doit cesser. Nous devons profiter de cet instant difficile que nous avons pour se réapproprier le potentiel du territoire. La mer, c'est aussi un sujet. Il y a un exemple que je donnerai par le Premier ministre a parlé. La France est en train de réindustrialiser son territoire. Nous, en Guadeloupe, quand le Premier ministre parle d'hydrogène, le projet Guadeloupe Offshore de la Guadeloupe est le premier projet hydrogène de la France. Donc aujourd'hui, nous devons effectivement nous intéresser au potentiel où nous pouvons, nous, Guadeloupe, faire de stockage marin de l'hydrogène en mer. Donc c'est pour vous dire que dans tout ce potentiel de ce panel énergétique que possède la Guadeloupe, il faudrait effectivement que nos élus puissent dire à la France, mais attendez, ne laissez pas les grandes entreprises comme Total ou partir en Corée du Sud faire du développement. Nous offrons les mêmes caractéristiques que peuvent offrir les fonds marins en Corée du Sud. Donc voilà un peu, il faut réorienter l'économie guadeloupéenne vers le potentiel demain, transition énergétique, transition numérique. Alors vous ne croyez pas dans ce plan de relance du gouvernement pour pouvoir réparer les dégâts et booster l'économie? Et du l'État, mais je crois dans un plan de relance régional, parce que pourquoi je dis ça? Nous sommes Guadeloupe, dans ce qu'on appelle une zone tropicale, qui n'a rien à voir avec une zone méditerranéenne. Donc notre modèle économique est différent. Donc aujourd'hui, nous devons, dans un plan régional, relance, parce que nous connaissons notre biodiversité, nous connaissons notre potentiel. C'est à nous, à travers ça, que nous devons donner de l'espoir à nos jeunes pour qu'ils puissent créer des entreprises de qualité dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire une économie exportable. Parce qu'effectivement, vous pensez bien que l'économie du comptoir dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui sujette activement à consommer. On sait très bien que l'économie, la consommation, l'économie du comptoir n'a jamais créé l'emploi. Seule la croissance, et la croissance n'est porteuse que par
une économie de production. Donc, c'est ça. Et en gros, nous avons le potentiel de production nécessaire, bien sûr en allant chercher des investisseurs, en allant aussi chercher le potentiel en termes de structure qui nous aident. Et c'est ça que nous, FTPE, nous faisons avec des partenaires canadiens, avec des partenaires, pas européens, mais je dirais méditerranéens, mais aussi Libye, c'est que nous voulons effectivement donner cet exemple-là parce que le potentiel de la seule pouvoir, nous avons le potentiel qui peut nourrir France. Je veux le dire parce que l'hydrogène, le sujet hydrogène, un sujet de demain pour les voitures, pour les trains, pour les avions. Hein? Nous avons ce potentiel pour les ménages. Aujourd'hui, il y a manière à donner du travail aux petites entreprises, des débouchés d'emploi à travers cet hydrogène. Nous devons effectivement nous intéresser à ce que peut nous rappeler. Et ce là, vous savez, par contre, c'est 40 milliards que le gouvernement a mis dans l'hydrogène. Parce que ce n'est pas 1 milliard, c'est 40 milliards. Alors nous devons nous intéresser à ces 40 milliards en développant la production locale, en développant effectivement cette production guadeloupéenne que nous avons à travers la mer, dont l'énergie fossile qui peut effectivement permettre à notre territoire d'émerger, et un peu comme Simba, parce qu'aujourd'hui Simba n'a pas besoin de lance pour exister. Mais si nous arrivons à développer technologie. Oui. Alors, un petit problème de connexion. Par exemple, je peux la fabrication de... On ne vous entend pas. On a du mal à vous entendre. À la Guadeloupe, c'est nous qui avons... Permettons à la France d'être la deuxième puissance mondiale maritime, mais dans cela, nous ne sommes jamais intéressés à ce potentiel-là. Donc, nous devons nous orienter et nous devons effectivement donner du développement à la Guadeloupe. Moi, c'est ça que je dis. Et cette situation difficile que nous vivons aujourd'hui, qui va tuer la quasi-totalité de nos entreprises, on peut déjà repartir effectivement et proposer pour réactualiser et faire des choses. Et quand je dis aujourd'hui, parce que je prends le cas du métier de prothésiste dentaire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant, nous avons plus tard, combien de prothésistes dentaires qui nous restent aujourd'hui? Très peu. Combien de mécaniciens anciens qui nous restent? Quand aujourd'hui, la réparation automobile, elle est informatique. Hein? Alors, voilà un peu deux exemples qui montrent que les métiers d'hier n'existeront plus demain. Donc, effectivement, on va devoir innover, on va devoir évoluer et on va devoir se développer. Voilà ce que je peux dire. Alors, Edouard Collet, alors ce plan de relance du gouvernement, que pensez-vous? Écoutez, je rejoins totalement Alain Nagam sur deux segments de son propos. Je salue quand même la proposition qu'il a faite. Ça n'a pas été suffisamment audible, mais et je sais que tu en fais, Alain, mon cher Alain, ton fer de lance sur justement cette capacité que nous avons à pouvoir nous servir effectivement de nos ressources naturelles. Et pour devenir justement des pionniers sur une certaine autonomie énergétique. Parce que notre mix énergétique en a besoin. Et il n'a pas tort de pouvoir défendre ce segment-là. Mais pour revenir à votre question sur le plan de relance de 100 milliards d'euros, quand même, c'est assez conséquent, que le gouvernement Castex a proposé. A proposé. Alors, il l'a repris, et c'est vrai pour les DOM. 100 milliards, 3 volets. Il faut rappeler ça, aux Guadeloupéens. 3 volets. D'abord, l'écologie, la transition écologique. Le gouvernement y tient dessus, sur ça. Le deuxième volet de ce plan de relance de 100 milliards, c'est la compétitivité des entreprises. Le gouvernement souhaite relancer les entreprises suite à la crise de la Covid-19, mais aussi donner à la France l'opportunité encore de se hisser au sommet. Et le troisième volet qui m'intéresse, c'est la cohésion. Le gouvernement estime qu'il faut plus de cohésion entre les hommes, vous et moi de la France, de Marseille, là-dessus, de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, là-dessus, il faut plus de cohésion entre les hommes, une cohésion économique et une cohésion des territoires. Là, ça m'intéresse. Parce que, M. Mandé, quand on me parle de cohésion territoriale, je vois le mot équité territoriale. Oui, parce que je souhaite que entre un département, par exemple,
de Bordeaux et la Guadeloupe, il y a une certaine cohésion. Mais, mon cher Alam l'a repris, comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Comment vous faites qu'il y ait une équité territoriale entre la Guadeloupe et, ça a été encore dit, hein, nous avons quand même, nous sommes un territoire insulaire, éloigné de cette réalité structurelle, nous manquons de beaucoup de structures, nous manquons pas mal justement de politiques structurelles, de politiques économiques qui permettent que nous puissions justement largement tutoyer un autre département. Comment vous faites ça? Alors le gouvernement nous balance ce plan-là, ça dessus. Et pour la Guadeloupe, on nous dit bien, je viens de le lire, bien évidemment, Adam l'a repris, et tu as raison, mon cher Alam, c'est 50 millions, mais c'est l'eau. Oui. C'est l'eau, c'est le plan sismique. On revient sur le plan sismique. Oui, parce qu'il faut mettre aux normes vos bâtiments publics, M. Mandré. Hein. Et le troisième élément, c'est la transformation, c'est un peu... On vous propose en Guadeloupe de penser qu'en 2030, vous pourrez arriver et accéder à l'autonomie alimentaire. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Voilà ce qu'on nous propose. Alors que ça a été dit encore, je me répète, les entreprises, les TPE, les petites entreprises guadeloupéennes, à la fin de cette année, il n'y en aura pas beaucoup. C'est l'emploi directement des Guadeloupéens qui est menacé. Je suis d'accord pour l'eau, M. Mandry. Je suis tout à fait d'accord pour l'eau. Je suis d'accord que nos bâtiments publics doivent bénéficier justement de renforcement, de confortement parasismique. Je suis d'accord, M. Mandry. Je suis d'accord pour penser que nous puissions pouvoir davantage justement produire de manière endogène, hein, pour répondre à une question bien consacrée, en tout cas chez nous, que les Guadeloupéens puissent vivre de leur territoire, en tout cas de ce que leur territoire produise. Mais qui jouera avec ça? Qui jouera avec ça? Alors qu'on nous dit que nous sommes justement dans une intégration mondiale. On nous parle d'autonomie alimentaire, alors que le monde est fait d'interactivité économique, d'échange, M. Mandré. Non, mais c'est blague à masse. C'est blague à masse. Et puis, les 50 000, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout, M. Mandré. C'est rien du tout. Et donc, je veux bien un plan de relance. Je salue aussi l'engagement du président de région auprès des entreprises guadeloupéennes qui fait un travail colossal. Il met la main à la poche, il n'hésite pas, je suis d'accord. Mais l'État ne doit pas oublier que les frontières de la République ne s'arrêtent pas, M. Mandré, en mer. Les frontières de la République doivent englober les confettis de la République, c'est-à-dire nous, totalement. On ne doit pas jouer avec ça, M. Mandré. Je sais que pour l'État, les départements d'outre-mer, c'est beaucoup d'argent que ça leur coûte. Mais malheureusement, c'est inestimable l'apport que nous avons pour la France hexagonale. C'est inestimable, M. Mandré. C'est inestimable là-dessus, sur ça. Et on doit prendre en compte ces considérations-là. Et c'est pour ça que j'ai le souvenir... J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire qu'on se moque de nous. Mais c'est bien cela, M. Mandré. Vous lisez entre les lignes, mais je le dis de manière plus directe. Ouais. Rappelez-vous, M. Mandré, à l'occasion de la présentation du fameux livre bleu Outre-mer du président de la République, Macron, il vous a rappelé une chose importante. Développez-vous vous-même et financez-vous vous-même. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Et c'est ce qu'il nous dit à travers ce plan de relance. Je veux bien de la cohésion de territoire, mais comment vous faites ça? Comment vous faites que je puisse bénéficier d'équité territoriale par rapport à un département de la France hexagonale? Comment vous faites ça? Je ne demande pas l'uniformité, je demande l'harmonisation, une certaine régularité. Mais il faut aussi que nous, Guadeloupéens, nous soyons plus acteurs, que nos élus soient aussi entrepreneurs. J'ai appris qu'avant la fin de cette année, le préfet de région, va organiser une grande messe avec les élus, les partenaires sociaux, concernant justement un plan de relance spécifique. Et M. Mandré, ça fait un moment qu'on me parle de plan de relance, de plan de relance. Moi, je suis d'accord avec Alam quand il dit une chose qui est importante. Comment je fais qu'une petite entreprise guadeloupéenne puisse exister correctement alors que vous avez de grosses structures, de grandes puissances d'argent, notre ami de la Martinique, au-dessus, qui récupèrent tous les marchés et qui vous laissent des miettes. C'est ça ma vraie réalité. La Réunion se bat contre ça. La Réunion se bat contre ça. C'est ça ma vraie réalité. Les Guadeloupéens ont une force, capacité à se concentrer pour créer, mais avec le peu qu'on leur donne. Le peu qu'on leur donne. Donc nous devons penser la Guadeloupe de demain et innover davantage. C'est tout ce qui nous reste, M. Mandré. Et un gouvernement qui nous dit, financez-vous vous-même, démerdez-vous, débrouillez-vous. Tout masqué, ils ont masqué, débrouillez-vous. Et ça,
C'est gênant quand je lis ce plan de relance. Il me gêne, ce plan de relance. Je suis d'accord pour l'eau, je suis d'accord pour la confrontation parasismique, je suis d'accord pour penser à une autonomie alimentaire, bien que tu parles là-dessus. Mais je veux interagir aussi avec les pays de la Caraïbe. Ma zone naturelle de libre-échange, la Caraïbe, qu'on m'a retirée, M. Vendré, en me disant non, mais regarde vers l'Europe plutôt, je ne suis pas contre. Mais comment je fais ça? C'est ça qui m'embête. Mais monsieur Ramin, comment je fais ça? Comment tu vas faire ça? Vous savez, c'est un véritable dilemme aujourd'hui. Oui. Dans la conjoncture actuelle, ce que demandent les entreprises, je pense, c'est plutôt, entre autres, c'est d'avoir une conjoncture pour développer. Bien sûr, il faut de l'argent. Mais on a vu tellement de choses se passer lorsqu'il y a de l'argent mal distribué, mal utilisé, et que on se plaint toujours du non-développement. Mais je suis d'accord, il faut que l'État accompagne, il faut que la région accompagne, il faut que le département accompagne, mais il faut que chacun aussi prenne ses responsabilités et de voir comment développer son affaire. Je sais qu'avec le Covid, il y a beaucoup de petites unités qui vont disparaître. Et là, M. Nagam a fait adressé un tableau tout à fait réaliste de la situation et aussi des perspectives de développement et des créneaux de développement. Parce qu'il y a des situations, telles l'énergie, on peut comprendre. Mais lorsqu'on est, par exemple, dans le secteur du tourisme aujourd'hui, nous sommes à la vitesse zéro dans le tourisme. Quand on parle de tourisme, on voit les hôtels, mais il faut voir aussi les liaisons aériennes, le nombre de personnes qu'on fait vivre, que font vivre les avions, les aéroports. Il faut voir le loueur de voitures, il faut voir le mécanicien, il faut voir les agriculteurs qui alimentent les hôtels. On voit que ça permet c'est toute une chaîne qui est à l'arrêt. Et c'est une chaîne de licenciement aussi qu'il y aura. Et de fermeture d'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, on se rend bien compte, il ne s'agit pas de tout miser sur le tourisme. C'est la cata aujourd'hui, les bateaux de croisière. C'est une vie économique qu'il y a derrière ça. Et donc, il ne faut plus voir tourisme. Il faut voir d'autres secteurs de développement, comme disait M. Nagam par exemple, et je suis tout à fait d'accord. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Il faut trouver des produits, des moyens d'avoir de l'énergie indépendamment de l'énergie fossile, indépendamment du pétrole. Donc on a les possibilités en Guadeloupe, on a du potentiel en Guadeloupe. Maintenant, quand on nous donne un peu d'argent, moi je dis qu'il ne faut pas cracher dessus, même si c'est insuffisant, mais il faut voir avec nos responsables politiques, avec nos responsables économiques, de voir comment fructifier cet argent et non arroser là où il ne faut pas arroser. Parce que c'est ce qui se passe souvent. On arrose là où il ne faut pas arroser. Et donc, on est toujours dans cette même situation de vitam aeternam et on ne connaît pas de développement. Il faut qu'on arrive avec nos politiques et nos services économiques, nos entrepreneurs, les organisations syndicales et patronales, arriver à avoir l'accompagnement qu'il faut de l'État et des autorités locales pour utiliser l'argent à bon escient, développer là où il faut développer, là où il y a du potentiel pour développer, là où on peut aussi fournir à la France et non toujours recevoir de la France. Donc on a de ce potentiel-là, on a cette possibilité-là, et qu'on se mette autour d'une table, qu'on se mette au travail, et pour pouvoir développer, et ne pas tout miser de ce secteur. Aujourd'hui, on voit bien que le tourisme, ça va redémarrer, mais dans combien de temps? En attendant, on voit déjà, il y en a qui sont morts de faim. Et donc, il faut trouver des palliatifs à ce changement. Et là, ça passe par nous. Ça passe certainement par le financement des uns et des autres, l'État, la région et les autres, mais ça passe aussi par notre volonté à nous de nous prendre en main et de faire avec ce qu'on a et de développer là où il faut développer. Voilà ce que je pouvais dire. Nadège Montaute, vous êtes avec nous? Nadège? Oui. Nadège, votre regard sur le plan de relance, est-ce que c'est un bon plan? Moi, ce
j'ai envie de dire. Alors Nadège, avant de répondre, est-ce que M. Jalton se porte bien? J'ai entendu qu'il était malade. Monsieur Jalton, on échange Ça va? régulièrement. On a eu tout récemment un échange. C'est bien. Et j'ai entendu aussi une petite musique là, hein, une petite musique en ce moment pour les régionales. Il paraît qu'il y a un rapprochement Chalus-Jalton. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je ne sais pas si c'est vrai. Hein. N'hésitez pas à le contacter, il se fait un plaisir de répondre à toutes vos questions. Il faut l'appeler, il faut le solliciter. Donc moi, je ne suis pas habilitée à répondre, même si je fais partie du groupe majoritaire de la ville des Avines, je ne suis pas habilitée à répondre à la place de M. Jalton. J'espère que vous le comprenez. Non, mais je vous embête avec cela. Hein. Alors, est-ce un bon plan, le plan de relance pour la Guadeloupe? J'ai envie de dire, c'est que déjà, avant de parler de relance économique, il faut parler de stabilisation. Vraiment, c'est une musique même. À niveau. Donc, qu'il y ait une réponse justement aux revendications, même si M. Ramaille disait que les soignants ne devraient pas... C'est pour ça que je suis sur ça. Étant même que ce sont les soignants... Je n'ai pas pu arriver à mon avis. Et le plan... Allez-y. Donc, j'ai dû commencer. Non, monsieur... on entend monsieur Nagam. Ouais. Allez-y, Nadège Montot, là. On ferme sur monsieur Nagam, oui. Quand il y a des attentes qui ne sont pas comblées, donc il est important quand même que la réponse en soins, donc la remise à niveau du système de santé soit faite. Il est important qu'il y ait une réponse au niveau de la santé d'abord, et ensuite on peut parler de relance économique quand on dit de pouvoir prendre en charge les patients, parce que si on n'a pas les moyens, on aura beau relancer, si tout le monde est malade, si tout le monde meurt, ça ne servira à rien. Donc il est important, vraiment important de répondre aux attentes, notamment en réanimation. Il y a un problème quand même qui se pose, on n'a pas le nombre de lits nécessaires par rapport aux ratios qui sont déterminés par les scientifiques. Hein. On n'a pas suffisamment de lits de réanimation. Donc, il est important de mettre tout ça à niveau avant de parler de relance économique. Ensuite, s'agissant du plan qui a été proposé, donc c'est bien 1,5 milliard pour les Outre-mer, pas 100 milliards, comme le disait tout à l'heure l'intervenant. Mais c'est 100 milliards en France et 1 milliard après pour l'Outre-mer. J'ai bien fait la différence. Allez-y, Nadège. 1,5 milliard pour l'ensemble des Outre-mer. Donc, ça, il est important de préciser. 50 milliards, donc comme le monsieur Nagam, pour les 3 départements Outre-mer, s'agissant de l'eau. Et ce que nous disons, c'est que, on sait que ce n'est pas suffisant, on l'a déjà dit, on s'est déjà exprimé dessus, je ne vais pas insister puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'on dit, c'est que l'eau, c'est quand même un élément important. Si on ne règle pas ce problème, justement, de manque d'eau, là aussi, l'économie sera impactée. Donc, peut-être qu'il faudrait penser aux urgences, d'abord, donc régler définitivement ce problème de manque d'eau, parce qu'il y a des gens qui souffrent. On a vu les témoignages de personnes sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on a pas mal au niveau de la France insoumise, la souffrance des personnes qui n'ont pas d'eau dans leur robinet, c'est inadmissible. On est quand même à un niveau de qui nécessite qu'on ait un minimum de l'eau. Pour nous, c'est un élément important. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait régler ce problème. Donc, faire couler de l'eau dans le robinet des Guadeloupéens, donc que tous les réseaux soient refaits. Et ensuite, on parlera du reste. Donc, il faut peut-être procéder par palier, régler les urgences, les vraies urgences. Nous, c'est une urgence pour nous, donc régler ce problème d'eau définitivement. On a entendu aujourd'hui sur les médias qu'il y a eu le collectif des travailleurs donc de l'eau de Guadeloupe qui a fait une intervention, qui a adressé un courrier à l'ensemble des parlementaires et au président de groupe au niveau de l'Assemblée nationale pour demander la mise en place d'une enquête parlementaire sur le sujet. Donc, c'est un sujet vraiment important, donc urgent à régler. Forcément, ce qui est proposé au niveau du plan est insuffisant pour couvrir ne serait-ce que les besoins donc, en matière de rénovation, de réparation des réseaux.
Et puis, s'agissant du reste, moi, le spécialiste du plateau, c'est M. Nagam, et il a parfaitement raison. On a parfois les ressources permettant d'être autonome. On a au niveau local, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, on pourrait créer des emplois parce qu'on a ce qu'il faut, on a les ressources nécessaires au niveau local, sauf que c'est mal exploité. Et puis les politiques aussi qui sont menées au niveau européen, parce qu'il faut savoir... Les décisions sont prises au niveau du Parlement européen, enfin au niveau des instances européennes, pas forcément le Parlement, parce que le Parlement est composé de personnes qui représentent la population et on n'écoute pas forcément les élus qui représentent la population. Parfois, ils ne sont même pas consultés. Donc, il est important de revoir aussi la configuration de nos institutions si on veut avancer, parce que ça fait un moment qu'on parle des problèmes. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une certaine autonomie au niveau énergétique, au niveau alimentaire, à beaucoup de niveaux. On a les ressources au niveau local pour cela, sauf que les institutions actuelles ne nous permettent pas d'avancer. Donc là aussi, il faut qu'on se parle. Franchement, au niveau politique, qu'on sache, il faut qu'on dise où on veut aller, quel type d'institution on voudrait aussi pour pouvoir avancer sur ces questions-là, sur la question économique. La question économique dépend en fait des leviers à disposition. S'il y a des leviers au niveau réglementaire qui ne sont pas activés, on les active. On a vu au niveau de la mobilisation des salariés de l'énergie notamment, le type d'activer certains leviers au niveau des fonds européens qui ne sont pas exploités. Et je pense en particulier au fonds de transition juste sur un point sur lequel on a débattu avec les salariés de l'énergie qui était mobilisée. Donc, il y a des leviers, effectivement, qui ne sont pas activés. Donc, il faut peut-être aller aussi les chercher. Et là, en fait, ça relève de la région, puisque c'est la région qui gère les fonds européens. Donc, je pense que là, c'est vraiment une question très politique. Il faut que nos décideurs sachent quel type d'institution qu'il faudra mettre en place pour pouvoir répondre justement aux attentes des socioprofessionnels et puis des personnes qui ont les ressources et qui ont les compétences pour pouvoir faire avancer l'économie. Donc, c'est vraiment une question politique, institutionnelle. Et puis après, voir au niveau local qu'est-ce qu'il est possible d'exploiter. Voilà. Donc, on donnera la parole à M. Marie-Jeanne. Monsieur Marie-Jeanne Patrick, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Alors, votre regard là sur ce plan de relance pour pouvoir réparer les dégâts du Covid. Écoutez, M. Nakam a dit suffisamment de choses, M. Collet aussi en a beaucoup parlé, et moi je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. On sait très bien une chose, c'est que ce gouvernement communique très très bien, et donc la réalité des situations est très très différente une fois qu'on est confronté. Pour ne donner qu'un exemple, Monsieur le Président a dit que personne ne sera laissé sur la route, que tout ce qu'il faudra faire, il le fera en 3 ans, et on se retrouve à des patients qui ont été atteints par le Covid et qui ne sont pas pris en charge parce qu'effectivement, ils ne correspondent pas au décret qui est sorti bien après. Donc, s'ils n'ont pas été aérosolisés, c'est-à-dire eu une assistance respiratoire, ces personnes-là ne seront pas prises en maladie professionnelle. Beaucoup de choses découvrent et malheureusement, je suis un peu plus amusé. Ce plan de relance, on prie sous tous les 3 milliards. On sait très bien que ça sera mieux pour nous. Donc voilà. Je vois quand même Alors, on ne vous entend plus là. Vous m'entendez? Oui, maintenant. Désolé, monsieur Ramel, quelque chose qui m'a un peu interpellé lorsqu'il a parlé des professionnels de santé. Il faut savoir quand même qu'un professionnel de santé ne se met pas en grève comme cela. Nadège l'a un peu évoqué, mais c'est vraiment le cœur déchiré qu'un professionnel se met en grève. Beaucoup de choses l'ont été promis et on a crié sur tous les 3 que tous les professionnels allaient recevoir des primes. Moi, je suis concerné, je suis dans le monde libéral. C'est très la réalité autre chose. Donc, il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. S'il y a un message que je dois faire passer aujourd'hui, c'est que la solution viendra de nous. Au niveau local, il faut qu'on sache comment prendre en charge les personnes âgées, comment qu'on se fasse à nous-mêmes. Ça ne peut pas arriver. On ne vous entend plus. Hein.
Mais voilà, c'est dommage, je me être... Oui. Alors, on va terminer avec Monsieur Nagam. Monsieur Nagam, alors, comment donner espoir, et, comment dirais-je, à nos jeunes et aussi à nos entrepreneurs? Monsieur Nagam. Ben, écoutez, je vais rebondir sur chose que disaient les gens tous. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend là, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Monsieur Nagam. Oui. Je vous dirais deux choses qu'elle a Nadège. C'est que le plan solidarité eau a été débattu en fait à l'arrêt du... Oui, vous m'entendez? Le oui, plan on vous entend, Monsieur qui a été débattu à l'arrivée du préfet, c'était 1,3 milliard. Ce qui voudrait dire que la seule solution qui existe pour, c'est un plan d'investissement et de grands prêts auprès de la CDC sur 50 ans pour pouvoir régler définitivement le problème de l'eau. Et pour ça, effectivement, il faut une société d'économie mixte. Passons avec les politiques qui, à mon avis, ont échoué, mais avec les consommateurs, le monde économique, le monde politique, de manière à déboucher un directoire professionnel. Et ce que je dirais aussi, c'est que pour l'entreprise, j'inviterai tous les Européens à aller lire le rapport du Sénat, le rapport de la Commission de commerce du Sénat, et on verra clairement que l'outre-mer est représenté au-devant de la Commission européenne par Eurodom. Et quand on dit Eurodom, on entend par là, directeur, c'est M. Bali, employé de M. Bernard Ayotte et de Boubou Bourbon. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ils ne défendent que la canne, le sucre, le rhum, la banane, enfin tous les secteurs d'activité qui les intéressent. Quid de l'énergie, quid du commerce, quid de toute autre chose. Véritablement. Et pour cela, il faudrait que tous ceux qui ont signé Eurodom, qui les représentent au-delà de la Commission européenne, qu'ils enlèvent leur signature. D'autre part, quand on parle d'une relance régionale, oui, rapidement, parce qu'on arrive à la fin. C'est la solution. Pourquoi? Parce que la maîtrise de la biodiversité, quand je dis ça, c'est que de notre potentiel, de notre patrimoine, c'est nous les Guadeloupéens qui la connaissons. C'est nous qui pouvons faire des positions, pas des auditeurs qui viennent de l'extérieur, parce qu'ils ne connaissent pas nous. Donc aujourd'hui, nous devons avoir cette cohérence et cette cohésion, comme disait mon ami et collègue. Cette cohésion doit effectivement être entre nous pour que nous puissions réfléchir. Pour la raison pour laquelle j'ai posé au président Chapin l'organisation d'un symposium sur la pourquoi? Parce que ça permet au monde civil, société économique et société politique de débattre et de discuter et de sortir la vérité nécessaire pour la relance économique du territoire. Si vous voulez, nous sommes dans des plus incohérences, même avec le ministère de l'Outre-mer, parce que vous savez bien que la Guadeloupe est une région ultra-périphérique de l'Europe. Et quand vous savez, quel que soit l'OCI, tous les plans que nous avons pour le développement de la culture et autres de Guadeloupe, cela est géré par le ministère de l'Outre-mer. Alors moi, je pose la question, que fait le ministère de l'Outre-mer dans la relation entre l'Europe et Guadeloupe? Parce que ça n'existe pas avec les canaux d'Espagne, ça n'existe pas avec les autres territoires qui sont directement rattachés à l'Europe. À un moment donné, nous devrions réfléchir politiquement pour dire que si nous sommes une périphérique de l'Europe, nous devrions effectivement, alors que nous sommes présidés par les différents présidents de région, nous devrions être en capacité d'obtenir directement les fonds nécessaires au développement du territoire. Parce que je voudrais vous informer des Guadeloupéens sur une chose. Oui, ben, on termine, hein, monsieur Nagam. On est déjà à la fin, là. Hein. Sur l'élevage. Donc, rapidement, monsieur Nagam. Véritable péage sur l'élevage en Guadeloupe. Ouais. Hein? Véritable pays où certaines personnes sont en situation de quasi-monopole parce qu'ils ont le monopole de la fourniture d'aliments, mais en même temps, ils sont aujourd'hui porteurs d'élevage. Donc, ça aussi, il va falloir que la région regarde directement. Et la politique de petit pain, ou alors de laisser faire, il faudrait qu'on l'arrête. Il faudrait qu'on arrête la politique du laisser faire. Donc, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. La relance économique est possible si véritablement nous mettions en accord
la production, l'investissement et l'humain, c'est-à-dire les hommes et les femmes, la jeunesse guadeloupéenne qui a cette capacité de travail, parce qu'ils ont été à l'horizon de diplôme, ils sont de tout le monde. Aujourd'hui, nous devons les inviter à venir diriger les entreprises dans notre territoire pour qu'on puisse effectivement donner du travail à ceux qui sont restés sur le carreau dans quelques temps. Donc, je voudrais dire une chose. Cette émission que vous avez, une émission sérieuse, une émission qui effectivement mérite d'avoir un peu plus d'édition, plus d'auditeurs. Parce que on a l'occasion dans votre émission de parler entre Guadeloupéens, de se dire les choses. Donc, aujourd'hui, et cela parce que c'est tous les hommes et les femmes qui composent la vie qui y sont. Aujourd'hui, nous devons véritablement regarder cette possibilité que nous avons et arrêter de faire croire que c'est X ou Y, parce qu'ils ont l'argent, ils vont effectivement quoi que ce soit. Nous devons sortir de la fraudine de WOM et de la FEDOM. Nous devons sortir de la fausse fraudine de WOM parce qu'ils ne doivent pas représenter l'économie guadeloupéenne ou de la Commission européenne. Voilà ce que je peux dire en fait. Merci, M. Naga. Merci à Nadège Montoute. Merci à Patrick Marie-Jeanne et aux invités, et aux connecteurs, pas connecteurs, aux commentateurs d'Éco-Club. Ainsi va la Guadeloupe. Passez une excellente journée et à dimanche. Si vous voulez bien, merci de nous avoir suivis.